Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire House. Je m'appelle Camille et je fais partie de l'équipe marketing de chez House. Merci d'être présente pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un retour sur le salon Maisons et Objets. Édition spéciale de nouveau cette année car situation encore une fois inhabituelle, le salon a eu lieu de façon digitale et uniquement en ligne avec ce qu'on appelle les Digital Talks. Alors pour rappel, 2 fois par an, le salon Maisons et Objets est le rendez-vous incontournable des professionnels de la décoration et de l'art de vivre. En cette période de pandémie, l'édition physique de janvier a été remplacée en fait par une série de conférences en ligne étalées sur 2 mois, février et mars, que l'on appelle les Digital Talks. La rédaction de House était au rendez-vous et a fait le point sur les temps forts et les nouvelles tendances qui se profilent tant dans nos intérieurs que dans nos extérieurs. Avec moi aujourd'hui, Claire, rédactrice en chef du magazine House France. Elle nous donnera toutes les infos à savoir sur cette édition Maison et Objets qui est si unique. Bonjour Camille, bonjour à tous. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être 2 mots sur cette édition et tes impressions de série de conférences? Oui, bien sûr. Donc cette édition a été très riche en conférences, puisque comme on l'a déjà dit, elle s'est déroulée sur 8 semaines avec une nouvelle thématique qui a été détaillée chaque semaine. Évidemment, les discussions ont beaucoup tourné autour des nouveaux besoins liés à la pandémie, puisqu'ils sont dans la tête des éditeurs et des fabricants en ce moment. Et si je devais retenir 3 choses vraiment importantes de cette édition et de toutes les conférences qu'on a suivies, ce serait vraiment l'accélération de la prise de conscience environnementale. C'est une question, la question des développements durables est très présente dans toutes les discussions qu'on a suivies. Il y a aussi la recherche de plus de personnalisation dans nos intérieurs, notamment avec des pièces uniques. Et aussi, pour finir, le besoin de bien-être auquel tentent de répondre tous les acteurs du secteur, que ce soit le bien-être dans nos espaces de travail, dans nos extérieurs ou encore dans nos intérieurs. Le salon met chaque année une thématique à l'honneur et cette fois-ci, Work était le fil rouge basé sur l'évolution du monde du travail et son entrée en force dans nos intérieurs pour cause de pandémie. Tout à fait. Work a été le thème principal de toute une série de conférences en ligne qui se sont déroulées sur une semaine, comme celle du chasseur de tendances de l'agence Nelly Rodi, Vincent Grégoire, qui était intitulée Well at Work. Il a analysé 3 nouvelles règles du monde du travail et la manière dont elles vont impacter l'homme et son cadre de vie cette année et même à l'avenir. Et pour lui, il y a 4 points qui sont essentiels. Le premier tourne autour de la notion de lien, car la nécessité de télétravailler a mis en exergue la difficulté de créer une bulle propice au domicile. Et les éditeurs cherchent donc à proposer des solutions plus efficaces pour s'isoler et réduire le bruit ambiant, par exemple. Mais d'un autre côté, le télétravail estompe aussi physiquement les liens avec les autres. Et là, les marques plébiscitent aussi tout ce qui peut remettre du lien dans nos espaces de travail. Ensuite, il s'agit du bien-être, car évidemment, la pandémie a introduit beaucoup de stress dans nos vies, surtout dans le monde du travail, avec tous les changements que les confinements ont impliqués. Et le tendanceur a donc sélectionné des objets humoristiques pour nous aider à lâcher prise, ainsi que des mobiliers qui invitent à la relaxation. Alors, on pourrait citer par exemple le Soft Sitting Lounger de Molo, qui aide à faire des micro-siestes, par exemple. Ensuite vient la question de la bienveillance pour que le cadre du travail ne soit plus vu comme hostile. Et c'est là qu'entre en scène tout le mobilier adapté et ergonomique, comme par exemple les bureaux monte-baisse pour travailler soit assis, soit debout. Mais aussi, on parle d'une décoration plus travaillée avec de la couleur et du papier peint ou encore des plantes. Et nos espaces étant actuellement chez nous, on les veut forcément jolis et représentatifs de ce que nous sommes. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait perdurer à notre retour au bureau. Et enfin vient la fluidité qui paraît aussi très importante parce que nous avons beaucoup tâtonné pour mettre en place de nouveaux espaces et procédés de travail, notamment avec le travail à distance. Et pour le tendanceur, il est temps de recourir à tous les nouveaux accessoires qui facilitent la vie, comme les planificateurs, les organisateurs, toutes ces choses qu'on peut retrouver sur son bureau pour une journée mieux organisée. Alors passons à présent aux nouvelles tendances dans le mobilier. À l'occasion de sa conférence intitulée Premium Design, la tendanceuse Elisabeth Leriche a mis en avant les 4 axes majeurs de la création de mobilier, un des moments toujours très attendus du salon Maison et Objets. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler rapidement de ces grandes tendances? Oui, bien sûr. Alors, Elisabeth Le Riche a notamment détaillé 4 grandes tendances qui se profilent aujourd'hui dans le monde de l'aménagement et de la décoration intérieure. La première, elle la nomme Organic Luxury, où elle observe un penchant pour les formes arrondies
et les effets de mimétisme de la nature. La nature, c'est plus que jamais une source d'inspiration pour tout ce qui est mobilier décoration. Et on retrouve alors des motifs qui copient par exemple les nervures du bois ou encore les ondes de l'eau, ou même des coussins qui prennent un peu la forme et la texture de galets, ou encore des matières qui sont volontairement laissées à l'état brut. Et cette première tendance marque bien notre besoin de bien-être, qui passe notamment par la reconnexion avec la nature dont nous avons été privés pendant les confinements. La seconde tendance se résume en 2 mots, urban graphic. Elle est influencée par exemple par le Bauhaus, la sécession viennoise ou encore l'architecture moderniste du XXe siècle. Et à l'inverse de la première, elle met en avant des formes rectilignes, des formes épurées, avec des effets de contraste et de graphisme. Et on parle beaucoup ici d'intemporalité dans les formes et dans les couleurs aussi. Et le troisième courant identifié par la tendanceuse, c'est 70s Remix. Il prend ses racines dans les années 70 avec du mobilier qui s'inspire beaucoup de l'op art. Et la tendanceuse remarque un attrait pour le vintage et ses années de liberté, des libertés dont nous sommes privés aujourd'hui. Et donc, il y a quand même un côté très nostalgique. Et dans cette tendance, elle remarque aussi notamment le grand retour du canapé Togo de Ligne Roset, de toutes ces assises dans lesquelles on s'avachit, dans lesquelles on s'affale. C'est une tendance qui répond à notre envie d'avoir des intérieurs plus décontractés, plus conviviaux et qui plaît notamment beaucoup, selon elle, aux jeunes générations. Enfin, la dernière tendance, elle l'a baptisée Essential Craft. Et selon elle, elle tourne autour de la simplicité et du zen pour créer des atmosphères douces, confortables, chaleureuses et authentiques. Là, on répond vraiment à une quête de bien-être et de déconnexion. Et pour l'illustrer à travers une pièce précise, on peut mentionner le Red Edition, la marque, qui a par exemple revu l'un de ses canapés iconiques avec du bois clair et des couleurs apaisantes. C'est celui qu'on voit sur la droite à l'écran. D'accord, donc s'il faut vraiment retenir quelque chose, que ce soit dans les formes ou dans les matériaux, ce nouveau mobilier puise vraiment son inspiration dans la nature. Ces tendances répondent à un nouveau besoin de bien-être et de ralentir le rythme en regardant en arrière, en consommant moins ou simplement en prenant du temps au final. Et les savoir-faire sont également à l'honneur en opposition par exemple avec la production industrielle. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. J'ajouterais aussi la recherche de la pièce unique qui est vraiment importante. On la recherche que ce soit par la mise en avant des pièces artisanales qui sont produites en série limitée et que personne n'a parce qu'aucune n'est identique. Mais on la recherche aussi par la réutilisation, le recyclage ou la transformation, c'est-à-dire qu'on va récupérer un objet qui a déjà servi, qui a un peu abîmé, on va le réparer ou juste camoufler l'endroit où il est abîmé et ça va en faire un objet unique. Mais ça passe aussi par l'achat de seconde main de pièces vintage qui ont une histoire particulière. D'ailleurs, le vintage, l'achat de seconde main a fait l'objet de conférences aussi lors de l'événement. Et on peut souligner le fort développement que connaît aujourd'hui l'acte de seconde main. Dans une de ses conférences, d'ailleurs, Charlotte Cadet, qui est la cofondatrice de Senency, a affirmé que la première raison d'acheter sur Senency, c'est pour trouver un objet unique tout en adoptant une démarche durable. Donc, deux vraiment points forts qui ont marqué cette édition. Et elle estime aussi que le marché de la seconde main devrait bientôt déplacer celui du neuf, car il s'agit vraiment d'une nouvelle manière de consommer aujourd'hui. Alors d'ailleurs, le salon Maison et Objets fait également la part belle à l'outdoor et à l'évolution de son aménagement. D'ailleurs, la directrice maison pour le bureau de style Fashion Snoops, Jayana Mise, a analysé les principaux courants qui vont irriguer les jardins et les terrasses dans ces 2 prochaines années. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Bien sûr, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a abordé pendant notre webinaire sur les tendances outdoor qui a été Tout publié à fait. début mars. Et donc, on va vous mettre les liens de la vidéo en description si jamais vous souhaitez la visionner pour plus de détails. Dans cette conférence mentionnée précédemment, la chasseuse de tendance a identifié 4 grandes thématiques prospectives de l'évolution des comportements qu'elle a nommées Essential, le retour à la simplicité, Rebirth, la reconnexion avec la nature, Nourish, le ressourcement, et Liberate, l'affirmation de soi. Donc pour parler du premier terme, la recherche d'essentiel, elle analyse que les éditeurs de nouveaux objets outdoor ont retenu la quête d'un design fonctionnel, minimaliste et intemporel avec vraiment un retour aux fondamentaux. D'ailleurs, Jay Anamise analyse aussi la pandémie comme une conséquence directe à la consommation excessive des ressources de la planète. Et de cet éveil brutal doit découler une relation amplifiée avec la nature, selon elle.
Exactement. Et c'est ce qu'elle développe d'ailleurs dans le thème Rebirth, la reconnexion avec la nature. Elle estime que les marques piochent dans des matériaux plus naturels et affichent avec plus de transparence des normes plus écologiques pour convaincre les clients. Et en termes de matériaux de couleurs, cela passe aussi par le bois brut, les palettes de couleurs mates et terreuses et les matériaux qui nous aident à nous reconnecter au cycle régénératif de la nature. Ensuite, le thème Nourish, le ressourcement, passe par des objets qui invitent à la méditation et font du bien à l'esprit. La tendosseuse observe en particulier le retour des pastels dans la décoration, car ce sont précisément des couleurs apaisantes, mais cela passe aussi par l'expérience tactile et les coussins en matière un peu douillette ont vraiment leur place dans les nouvelles collections outdoor. Et enfin, elle estime qu'une réponse est donnée à la libération de la parole que nous observons aujourd'hui à travers différents mouvements. Elle analyse ainsi que les diversités sont un élément d'inspiration très important pour les designers et que les gens demandent à être entendus lorsqu'ils veulent envisager un mode de vie personnel, unique dans leur habitat, leurs extérieurs et y compris dans leur cadre de travail. D'accord, donc encore une fois, si je veux résumer en quelques mots, nous pourrions évoquer une nouvelle fois l'inspiration puissante de la nature, notre besoin de confort ou même de réconfort, la conscience d'une consommation plus vertueuse et durable et notre irrépressible besoin d'humour en quelque sorte aussi. Le salon a également abordé les nouvelles valeurs de la production et de la consommation durable comme répondant à une prise de conscience grandissante des consommateurs. À l'occasion de sa conférence sur l'essor du consommé durable, Patricia Beausoleil, directrice du département environnement et design au sein de l'agence en stratégie créative Peclet Paris, a précisé que la création durable s'inscrit dans une démarche de sens et de valeur. On a envie de célébrer des principes ancestraux de simplicité, de naturalité et de retrouver un ancrage artisanal, mais aussi de l'innovation pour être dans le confort et dans la modulalité. Tout à fait. Dans cette conférence, elle a détaillé les nouvelles motivations de la création durable. Donc, selon elle, le premier, c'est le besoin de se reconnecter avec la nature. On en a déjà beaucoup parlé dans ce webinaire, on l'a beaucoup mentionné parce qu'il a été beaucoup mentionné dans les conférences. Et pour elle, ça passe par l'attrait du glamping, donc c'est-à-dire c'est une nouvelle manière d'observer la nature. Ensuite, le second répond au désir de bien vivre, c'est-à-dire de vivre sainement. Et cela, pour elle, passe avant tout par manger mieux. Euh, Ensuite, elle estime que nous sommes en quête d'une réhumanisation de la création. On l'observe par exemple avec l'attrait pour tout ce qui est do it yourself, mais aussi l'implication grandissante des consommateurs dans les procédés de production, ou encore l'attrait des jeunes designers pour les matériaux naturels. Ensuite, pour elle, la durabilité rime également avec un nouveau tempo. Donc, c'est-à-dire qu'on crée des produits pour qu'ils durent plus longtemps à travers différents cycles de vie, en les décomposant et en les recomposant, ou encore en les faisant durer par une nouvelle appréhension du care. C'est ce qu'elle appelle le care autour du produit. Donc, c'est-à-dire euh, tout le fait d'apprendre à réparer, à recycler et à renouveler un produit. Enfin, la transparence sur les règles de fabrication et la composition d'un produit est également un point essentiel de cette démarche. On fait plus attention à l'empreinte carbone liée à l'emballage et au transport, par exemple, mais aussi à la composition vraiment du produit. Par exemple, là sur la photo, on voit des produits qui sont à monter une fois reçus pour limiter les emballages, mais aussi elle nous a mentionné des innovations comme les emballages en mycélium. Donc les mycélium, c'est quand même un champignon qu'on utilise de plus en plus pour remplacer le polystyrène. Et enfin, la création durable s'appuie aussi sur l'innovation en termes de matière et de conception, en particulier pour mettre en place des alternatives au plastique, évidemment. Et par exemple, sur la photo, là, ce qu'on voit, c'est des vases qui ont l'air d'être en terrazzo, mais en réalité, il s'agit d'un matériau qui mélange des décès de coquillages à des bouteilles en plastique recyclées pour, au final, un rendu très proche. Tout à fait. Merci beaucoup Claire pour toutes ces précisions. Merci de m'avoir accordé un peu de temps pour revenir sur les tendances phares de cette édition Maison et Objets. Merci à toi Camille et merci à tout le monde. Vous retrouverez tous les liens des articles sur Maison et Objets dans la description de la vidéo sur YouTube. Et si vous avez des questions sur House ou sur cette présentation, notre équipe reste disponible pour vous répondre. Donc, vous pouvez nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran, contactfr@ouz.com, et nous vous répondrons avec plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.